Merci beaucoup d'être toujours avec nous pour cette deuxième partie de notre émission. Monsieur Mohamed Mziane Rahmoun, en tant que représentant de le poste international ici à Londres, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce que monsieur Maître Rahmoun avait dit sur la situation géopolitique mondiale qui aide ou qui a aidé des régimes dictatoriaux de piétiner, si je peux dire, les lois sans être inquiétés. On voit Trump qui fait ce qu'il veut. Maintenant, beaucoup de pays ne respectent plus le droit international. Est-ce que c'est dans ce chemin que ces pays, par exemple l'Algérie, elle se permet de refouler ses concitoyens, d'arrêter des gens sans être inquiétés? Est-ce que c'est ça peut-être une des raisons, cette répression aveugle? Ouais, c'est une question très profonde en fait, car vous avez aujourd'hui le président de Riposte et le représentant de Riposte. Double. Donc c'est une question très, très profonde et en fait pour prendre beaucoup, je vais essayer de résumer parce qu'il faut parler beaucoup donc on n'a pas le temps. Mais juste avant de répondre, pour Madame Nasser du Tour, ils lui ont invoqué l'article 8.11, c'est-à-dire ce sont les conditions d'accès et de séjour et de circulation des étrangers. Citoyens étrangers. Voilà, c'est-à-dire indirectement, il ne la considère pas une Algérienne. Le mot bannissement est à sa place, tel qu'a été dit par M. Wenouron. Même dans notre culture, des fois, on bannit nos ancêtres. On bannit des gens des villages. C'est comme si il ne la considère pas algérienne, mais le message est pour tout le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire... Ils ont fait la même chose avec Farid Alilet, il était algérien, il n'était même pas français. Donc, c'est comme si vous voulez, c'est un conditionnement pour faire peur aux gens. Toujours, ils sont dans leur logique. Maintenant, je vais revenir à votre question parce que ça ne sert à rien de redire tous les articles de loi qui ont été cités dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et tous les autres articles cités. Et quand même, je tiens... Par exemple, si vous avez remarqué, le communiqué qui a été fait récemment par le ministre des Affaires étrangères pour répondre à la lettre qui a été écrite par Macron. Ils ont invoqué la Convention européenne des droits de l'homme. C'est pour vous dire, regardez l'hypocrisie des systèmes. C'est-à-dire, et c'est pratiquement, maintenant, c'est toute la planète. Le droit international est bafoué, mais quand les gens ont besoin du droit international, pour taper, ils l'invoquent. Et c'est une attitude généralisée. Et vous avez raison de dire que Trump est un catalyseur. Si en Afrique, il y a des pays qui s'orientent vers la militarisation, voilà, parce qu'ils ont une culture politique très faible, n'est-ce pas? D'autres utilisent des subterfuges politiques plus ou moins travaillés. Dans le cas du régime algérien, je ne cesse de dire qu'il prend des relents de l'extrême droite. Et d'ailleurs, remarquez, toutes les extrêmes droites, un peu partout dans ce monde, un peu partout, si vous voulez, ils détestent l'état de droit, ils ne veulent pas de l'état de droit réellement, ils veulent une domination. Et à chaque fois, la justice, ils critiquent beaucoup la justice. Regardez là ce qui se passe en France avec Marine Le Pen. Si c'est l'extrême droite, y compris par exemple ceux qui ne sont pas dans son parti, qui critiquent les décisions de justice, qui disent que les juges ont trop de pouvoir, etc. Donc l'idée même de justice, il est conçu avec, si vous voulez, ils ne veulent pas d'un état de droit tel que nous le concevons. C'est-à-dire la justice doit être impartiale, elle doit être indépendante, tout le monde est en pied d'égalité. D'ailleurs, l'une des choses, par exemple, que le Hirak et les mouvements tels que le Hirak, que ce soit les mouvements des insoumis ou des indignés ou le Hirak, ils remettent en cause, si vous voulez, la verticalité. C'est-à-dire ils expriment cette volonté populaire à ce que tout un chacun exerce un pouvoir politique participatif. Certainement qu'il y a toujours des cadres, mais tout le monde veut participer à la gestion de la cité. Par contre, les mouvements d'extrême droite, ils sont pour l'élitisme et la verticalité. C'est toute une philosophie et une conception de l'organisation de la société qui sont en train de se battre. D'où j'accepte, donc effectivement, je rejoins Maître Aïssa Rahmoun en disant que c'est pratiquement le combat de l'humanité, des peuples, contre des systèmes hiérarchisés qui ne veulent pas une expression populaire et qui remettent en cause, si vous voulez, l'intelligence collective. Mais est-ce qu'ils se sentent protégés avec tout ce qui se passe dans le monde? Ils pensent que maintenant, personne ne va les juger. Les organisations peut-être internationales, ils ont d'autres chafouilles avec d'autres lieux de combat et de dépassement de droits de l'homme. Est-ce que l'Algérie, elle compte sur ça pour essayer de faire ce qu'il veut, même piétiner les lois sans être inquiété? N'oublions pas que nous sommes dans un monde d'intérêt.
le capital, dans un monde d'intérêt, d'argent, Je vous donne un petit exemple juste pour vous aider à comprendre. Prenons Chevron et Exxon. Nous avons parlé des problèmes écologiques. Mais est-ce que vous savez qu'ils ont des investissements en Israël pour même aider en matière d'énergie Israël? Vous le savez ou pas? Regardez. Mais comme c'est un monde d'intérêt, l'Algérie veut qu'ils viennent. Alors que, comme on soutient officiellement la question palestinienne, normalement, on ne peut pas accepter un marché de personnes, de sociétés qui sont en train d'aider l'armée israélienne. Donc, comme c'est un monde d'intérêt et de rapport de force, même pendant le Hirak, est-ce qu'il y avait des pays qui ont soutenu le Hirak? Alors que le Hirak était pacifique, au contraire, il a démontré un civisme extraordinaire. C'est pour vous dire qu'en matière de relations, chacun essaie de tirer profit. Au contraire, la faiblesse du régime algérien va aider ces pays en invoquant, parce qu'ils sont plus forts qu'eux, parce que c'est une question de rapport de force, ils vont faire pression pour eux pour arracher des marchés. Très bien. Madame Khadija Riyadi, je reviens à vous, si vous me permettez, en tant qu'organisation qui est active dans le domaine des droits de l'homme dans notre région maghrébine, comment vous jugez parce qu'on parle d'Algérie, on parle du Maroc, on parle de Tunisie, mais finalement, il n'y a pas un pays mieux que l'autre. Hein. Tout le monde, tous les peuples de notre région souffrent de ce dépassement, de cette répression sur le minimum d'expression, le minimum de droits de l'homme. Oui, tout à fait. C'est pour ça que la CMODH, on a toujours milité pour un Maghreb sans frontières, où les droits et libertés sont respectés. On considère que notre combat est commun, parce qu'effectivement, avec toutes les différences qu'on peut constater, mais malheureusement, l'état actuel des choses, c'est qu'on est dans ces trois pays, ou même plus le Maghreb, dans une situation de répression, de violation des droits, de déni des engagements de ces régimes devant les droits humains, leur engagement dans le domaine des droits humains. Donc on est là devant des régimes qui se ressemblent en ce qui concerne leur politique répressive, leur politique de déni des droits. Effectivement, il y a aussi des circonstances, si on peut dire, mondiales et régionales qui influencent aussi cette politique. Parce que, d'abord, déjà, je reviens sur une idée très importante que notre ami Sarahmoun a évoquée, c'est cette situation internationale actuelle. C'est que les régimes dictatoriaux de nos pays du Maghreb, ils profitent à fond de la crise à laquelle est confronté actuellement le système international des droits humains. Actuellement, le droit international est en crise, l'humanité est en crise devant tout ce qui se passe à Gaza, et on voit que tous les pays sont dans les rues, ils revendiquent l'arrêt de ce génocide, et pourtant tous les régimes, tous les gouvernements sont de l'autre côté, ils soutiennent en fait l'État sioniste. Donc, on voit qu'il y a une crise de démocratie, une crise de ce système international de droits humains, une crise de ce droit international. Et là, les régimes dictatoriaux, ils sont en train de profiter de cette situation pour gagner du terrain, pour pousser encore les défenseurs du mouvement des droits humains dans la lutte, c'est-à-dire les pousser gagner du terrain, comme je viens de dire. Donc, ils sont là en train de profiter de cette situation. Et on peut parler du Maroc encore un peu plus, puisque c'est un pays, c'est un État, c'est un régime normalisateur qui pense qu'il peut actuellement profiter de ces relations avec une entité génocidaire pour pratiquer toutes sortes de répressions en toute impunité. Donc toute notre région d'ailleurs est menacée par cette nouvelle situation. Donc il y a toute cette conjoncture internationale qui est au profit en fait de ces régimes dictatoriaux. Donc on est là non seulement en tant que pays maghrébin dont le sort a toujours été un sort commun, on a toujours été conscient en tant que démocrate de la région qu'on a des combats collectifs, qu'on doit lutter ensemble, que la démocratie doit être installée dans toute la région, sinon elle ne sera jamais installée. Donc que nos avenirs sont liés, on a toujours été conscient de ça. Et c'est pour ça qu'on a énormément d'organisations maghrébines sur différents domaines, y compris la CMODH en tant qu'organisation maghrébine pour les droits humains. Mais là, on est encore plus conscient
que nos luttes doivent être communes, doivent être coordonnées, doivent être menées ensemble, parce que ces régimes, malgré toutes les... c'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a des conflits, qu'il y a des problèmes entre les régimes, mais en fait, ils sont en train quand il s'agit de répression, ils s'entendent bien contre leur peuple. Ils se donnent des leçons, ils profitent des expériences des différents régimes, ils s'entendent bien sur cette question. Donc, c'est pour ça que je dis que la situation actuelle est de plus en plus difficile, que les acquis que nous avons pu arracher aussi bien en Algérie qu'en Tunisie qu'au Maroc il y a quelques années, ces acquis en matière de liberté et de démocratie sont en train d'être révisés, revus, que nous vivons une vraie régression très difficile, très dangereuse des droits humains. Et donc les mouvements de droits humains doivent mettre en place des stratégies communes et des plans d'action et de solidarité entre les différents défenseurs. C'est pour ça que peut-être ce qui se passe actuellement, cette décision inacceptable, ignoble de refouler Mme Nasser du tour de son propre pays, c'est un pas de plus, si on peut dire, dans la répression. Ça montre en fait cette régression, à quel niveau elle peut aller jusqu'à refouler des citoyens, des défenseurs de ne pas entrer dans leur propre pays. Donc c'est une situation sur laquelle on peut c'est-à-dire partir et bâtir des plans d'action communs, des luttes communes. Justement, Madame Khadija, comment vous jugez la coopération, la coordination entre les Taropi? Vous avez parlé d'un seul peuple. On a un seul peuple, on a la même histoire, la même religion. On a tout nous réunit. Comment vous jugez votre coordination entre les peuples? Parce que les peuples, à la fin, ils attendent de l'élite de leur montrer le chemin. Comment vous pensez, comment vous jugez donc la coordination entre les 3 pays ou les 4 pays, la Libye, même la Mauritanie? Est-ce que vous êtes satisfaite ou il y a un chemin à faire dans le futur? Oui. Non, mais c'est vrai, la coordination, elle fait partie de ces organisations qui luttent pour la démocratie au Maghreb et qui est elle-même aussi victime de cette répression. Vous savez que la CNUDH a été interdite de se réunir, elle est interdite de se réunir dans une salle publique, dans des lieux publics au Maroc, comme on a été interdit de nous réunir en Algérie il y a quelques années. On a essayé de nous installer en Tunisie, on n'a pas pu le faire. On a essayé de nous réunir en Mauritanie, on n'a pas pu le faire. Donc peut-être qu'on est aussi parmi ces organisations qui vont peut-être aussi demander refuge politique, comme d'autres organisations qui sont réprimées dans nos pays. Mais ça ne veut pas dire qu'on va baisser les mains. Madame Nasser Dutour l'a bien dit, cette répression ne fait que nous encourager à lutter encore plus. Mais ceci dit, je vais quand même parler des élites, parce que si les régimes nous attaquent de plus en plus, il faut dire aussi que nous avons une certaine responsabilité en tant qu'élite. C'est qu'on n'est pas encore... je parle du cas du Maroc que je connais bien. Je ne vais pas parler de l'Algérie et de la Tunisie, que je ne connais pas très très bien à ce niveau-là. Mais il y a aussi des choses qu'on doit encore faire, un travail qui doit être fait. Les élites doivent s'organiser encore mieux, mettre en place des stratégies de lutte efficaces. Donc il y a des choses qu'on doit encore faire. On a beaucoup de travail devant nous. Il y a aussi la mobilisation des jeunes qui doit se faire, qui ne se fait pas assez. Donc il y a énormément de choses que nous devons encore faire devant nous. Mais ce qui est sûr, c'est que quelles que soient les difficultés, quelle que soit la force de la répression, le mouvement de droits humains, comme il a été sous les régimes sanguinaire aussi bien au Maroc qu'ailleurs, il continuera sa lutte, il réalisera donc ses objectifs tant que nous avons le droit, nous avons raison, et c'est pour le droit que nous militons, c'est pour la démocratie dans nos pays que nous militons. Super, merci beaucoup Madame Khadija Riadi, coordinatrice de la coordination des organisations maghrébines des droits de l'homme. Merci beaucoup de votre participation, Madame. Monsieur Ali Djoudi, en tant que président de ce Riposte International et une des ONG qui est active beaucoup sur le terrain de la défense des droits de l'homme, maintenant, si on revient à cette situation géopolitique mondiale, vous pensez que votre travail est mis en rude épreuve? Peut-être vous trouvez beaucoup de difficultés pour
passer votre message devant ce qui se passe dans le monde, parce que même le régime algérien, beaucoup de citoyens, beaucoup de responsables plutôt, ils disent ils n'ont pas à nous donner de leçons, ils n'ont qu'à voir ce qui se passe à Gaza, ils n'ont qu'à voir ce qui se passe ailleurs. Est-ce que vous pensez que ça vous rend la vie difficile avec tout ce qui se passe dans le monde? Absolument, ça nous rend la vie difficile, mais c'est un engagement. D'abord, il faut dire que les mécanismes internationaux sont un petit peu longs et lourds. Et ils sont très lourds. Donc, les résultats, on n'obtient pas de résultats rapidement. Mais, quand même, il faut dire qu'il y a une dynamique collégiale, collective. Par exemple, au niveau maghrébin, nous avons une dynamique avec les Tunisiens et nos frères et sœurs marocains et d'autres organisations algériennes. On mène ensemble un travail. Donc, il y a tout de même un contact et une coordination, même s'il n'est pas très efficace, parce que jusqu'à présent, chacun mène son combat dans son propre pays, dans son propre coin, mais il faut reconnaître quand même il y a cette volonté. Au niveau de riposte internationale, nous avons organisé un rassemblement de solidarité pour les détenus politiques du RIF marocain. On a vu comment Nasser Safi a été condamné à 20 ans de prison. Donc c'est l'article 87 bis qui a été appliqué au Maroc sans même qu'il soit décrété, alors qu'ils ont appliqué l'article 87 bis avant l'Algérie. Et on a vu comment on jette en prison des militants sincères. Nous avons vu aussi des journalistes, nous avons vu Aressoni, nous avons vu El Mehdaoui qui vient d'être aussi condamné la dernière fois. Donc, il y a toujours cette volonté des pouvoirs de monopoliser, d'avoir la main mise sur la société civile, même si il faut reconnaître que la MDH vient d'organiser son congrès au Maroc sans aucune difficulté, sans aucun problème. Ils se sont réunis. Alors, au moment où aucune organisation algérienne ni tunisienne ne peut tenir une réunion dans nos pays respectifs, ni les Tunisiens en Tunisie et ni les Algériens en Algérie. Pire encore, ils sont en train de refouler les militants et militantes. Donc, je dis que il y a un travail quand même qui est efficace. Je vais vous dire que c'est vrai que il y a une idée qui a été inculquée dans le subconscient des Algériens. Tout ce qui est soutien extérieur, c'est de l'ingérence, c'est de la haute trahison. On a vu comment le pouvoir, par le biais des militants du FLN, ont essayé d'initier une initiative de déchéance de sa nationalité de Hussein Aït Ahmed Manfadlek, le père de la révolution, le fondateur de l'OS. Eh bien, tout simplement parce que il les a malmenés sur le plan international. Quand c'est le pouvoir qui intègre ces organisations, c'est une grande victoire. Mais quand c'est des organisations non gouvernementales, donc qui échappent au contrôle du pouvoir, c'est de la haute trahison. Eh bien, le Parlement européen a condamné plus de 3 fois le régime algérien. Ces condamnations ont quand même un effet catastrophique pour le pouvoir, parce que il y a les conséquences de ces condamnations. Et c'est aussi ces dynamiques qui se déroulent, soit en Europe, soit pour l'instant au moins au Maroc, parce que ni en Algérie ni en Tunisie aujourd'hui, on peut initier ou organiser quelque chose. Eh bien, c'est vrai que les pouvoirs trouvent justement, les dictatures trouvent dans tous les dépassements à l'échelle planétaire un échappatoire pour eux. Et le pouvoir aujourd'hui dit, et pourquoi on ne parle plus de Gaza?
mais les pouvoirs, ces pouvoirs criminels, dictatoriaux, n'ont jamais parlé des enfants de Yémen. Même l'Algérie n'a jamais parlé du problème des enfants de Yémen qui sont en train d'être bombardés depuis des années par une coalition arabe, musulmane et tout ce qu'on veut. Et justement, ils trouvent prétexte, eh bien, vous ne faites rien pour la Palestine, c'est pas l'Algérie aujourd'hui qui va devenir la cible de ces organisations. Mais il faut dire la réalité, c'est une forme de résistance. On essaye de donner une voix, d'abord, à ces détenus, à ces militantes et militants harcelés. Justement, au contraire, moi je suis fier de mener ce combat avec les camarades qui sont ici. On a partagé des combats et un travail collectif avec la FIDH, avec Aïssa Rahmoun, et avec la Ligue des droits de l'homme, avec les camarades de la Ligue, et avec Nassera du Tour, et avec d'autres organisations, je ne citerai pas le nom. Eh bien, on essaye justement de donner encore un peu de confiance, d'espoir, mais surtout casser ce mutisme, casser ce mur de silence qui s'abat justement sur le peuple. Aujourd'hui, notre pays, l'Algérie, est devenue une prison à ciel ouvert. Aucune couche dans notre société n'a été épargnée. Ni syndicats, ni associations, ni intellectuels, ni journalistes, ni citoyens. Oh, eh bien, justement, heureusement qu'il y a un minimum d'activités, d'actions qui se mènent à partir de l'étranger. Je dis à partir de l'étranger, mais je salue le courage de beaucoup de militantes et militants à l'intérieur, journalistes, avocats, partis politiques, même s'ils se comptent sur les doigts d'une seule main, qui résistent encore à cette dictature, qui refusent le totalitarisme et justement qui essayent de maintenir la flamme de la résistance pacifique. بوي اوسع مثلنا راه قلت مثلا ناصره دي تور تحشم غير تموت ماشي على خاطر تجينيث كان سوين تخدم ديال القديشينس غاف لي ديسباري ضريثن على خاطر تقدش في زرفان بومذان في زرفان بويدي تسواكرن نساتي يعاونن يقبدن غير تواشولين اللي يقلال حن يميوكرن راونسن يرقازن نسن دريانسن تيلاوين نسن المسا دي تور يقرف جوستومون فلومبو يوكلني تمثال تاكينو ثم ظلالة خاطر يتحمد عليه حياب النورنان 23,000 كتواكورن الدولة تستعرف 8,000 ميلا الدولة ديجا تستعرف 8,000 le pouvoir est coupable. Il doit être condamné. Il doit donner des comptes pour que يوكل معاش ومزالة غادي يلي والزايرين غدا الزايريت راه يتسواكرن الكزال قايلين الكواشاليس الغبين الفرنا في مولانيس غاف تمطوطيس غاف دارياس غاف تدارديس في تحملن دونك ادنيني بلي الدولة يقينا الدولة يسدلون يصغلون الدولة الكومبورتمون ينسى تغير الدولة من الشمس وستقرر تمورثنا غتجعل الاستعمار باش كني ولاش تمورث الدنيا لكن بغوت اللي ديكتاتور بدو تسيدي بينوشي غير بيرماني غير وانتك هو غير فرونكو دي اسبانيول دي زمانيس لا عمري يسقطعن يومذان ويخشم راه كاليس وكيني زمرني كل شيء وكي سقطعني وكين ومضلنا راه جي قرطا الورديوي دي تدرتيس بغينا سقطعني رشيد ملاوي مضلنا راه دي مورتيس عرضنا خدمنا كاين يجان ديال الجهد نسن ايوا كنا سخلعن الساكنين الجزائريين حتى الجزائري تمذنا روحنا ديك الشمغه الجزائر غادي تفصح بوطاس ديال كمشا على خاطر ثرنا الطرف هذا مرمذن اش خلنا د لا فوتو ياكي تشرب د هنا ذاكيا دوبي 2019 دوبي 2020
غضلن الرهبه الجزائريين عايشين الربربه التيروريزم بوليسيي جوريديك ادمينستراتيف دونك من دبر شتاقي مره يبو ياخد الحال كني ونبرر طفل دكوامان انا قيمه كاكيني انا كان والسيدات السوسمي غف الحق كان دنيني باللي الدويله كاين راه تخدع راه تنق راه تساكر معاك مسليت ديمذانن نسات تبغى جوستومون تبغى يمذانا تتوصر من هذا كواذن اثنتاغ السلف كذاك الشمنار تمورت تمورت انا راك الشمغ سلعنايا بريغاس ما ذاك الشمغ العزة هذاك الشمغ ذرقاز هذاك الشم تمطوث القدريس العزيز ثينا تموت ما إلا تموت هناك يذلن اكي عفسن ثينا يبيد الحال الناغض يوكلوا الجزارة سيف السدناكيين الحكومه كاين العسكر هذه ساعه ديال الباطل وهذه ذوما كاينين ذي سكواسن قيمو كذا على كدا على دوغا لا غارغوك قبل تكفوت تدوي بوستكي ما ترى رحمون on va essayer d'être un petit peu bref dans nos analyses. J'aimerais bien avoir votre avis sur les déclarations des responsables algériens pour justifier, surtout après chaque rapport des organisations internationales des droits de l'homme, chaque rapport qui attaque, je peux dire, la position algérienne, il y a toujours cette réaction du pouvoir. Non, on n'a pas de leçon à recevoir de ces organisations, ils n'ont qu'à voir ce qui se passe ailleurs. Est-ce que piétiner la loi ailleurs justifie que toi, tu peux piétiner ta loi? سليم يقارز مليح سليم يقارز مليح اما pour revenir à ta question je voudrais revenir sur un double parallèle que mon ami Ali Edidi avait fait Ahmed contre les députés du NSP, il faut dire les choses telles quelles ont demandé la déchéance de la nationalité algérienne pour Hosni. Et ça participe dans une atmosphère que le régime égyptien avait appliquée sur les défenseurs, sur les opposants. Parce qu'il faut noter que pour l'histoire, un des régimes qui ont ôté la nationalité égyptienne à ses ressortissants, c'est le régime égyptien. À travers en général le maréchal. Si. Voilà. La réponse de Hosni Ahmed à l'occasion d'une interview à la chaîne parlementaire LCP. Le journaliste lui a posé la question et il lui dit voilà, un groupe parlementaire en Algérie avait demandé la déchéance de la nationalité algérienne contre Hosni Ahmed. La réponse de Hosni Ahmed, elle était cinglante. Elle était dénudante. Elle était déshabillante du régime algérien. Il a dit la chose suivante. En regardant le jeune journaliste, il dit mais mon fils, depuis 1962, depuis l'indépendance territoriale du pays, je combats, je lutte ce régime algérien pour rendre aux Algériens leurs citoyenneté. Donc, il y a la différence entre la citoyenneté et la nationalité. Pour rendre aux Algériens leur citoyenneté. L'exercice de la citoyenneté. Jusqu'à nos jours, les paroles de Hosni Ahmed, elles sont actuelles. Jusqu'à nos jours, on nous a ôté l'exercice de la citoyenneté. La nationalité de Hadj al-Nirna, dans des concepts philosophiques, juridiques, politiques, où on ne va pas pousser le bouchon très loin. Mais on n'exerce pas notre citoyenneté. Le deuxième parallèle, et des condamnations du Parlement européen. D'accord? Mais le Parlement européen, les institutions européennes, ils sont complices aujourd'hui. Imaginez ça.
le siècle dernier, le siècle passé, l'humanité s'est réveillée au génocide d'Auschwitz, de la Shoah, où des milliers d'humains juifs ont perdu leurs âmes, leur corps, leur mémoire, leurs fils, leurs filles, leurs parents, etc. L'Europe s'auto-accusait. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est le dindon de la farce. En étant aujourd'hui les premiers complices d'un génocide d'Arza. Alors là, écoute, ce qu'on va dire, c'est le carré. ما تمكن القضيه تيكلت شتحرشر ممكن القضيه سنه تيكال نكون حرشها. Donc pour l'humanité aujourd'hui, l'Europe, si elles étaient indexées du doigt le siècle passé, aujourd'hui sont accusées d'être les premiers complices du génocide d'Arza. Pour revenir à ta question, c'est quel des... Parce que justement, j'aimerais bien avoir votre avis sur la réaction des autorités algériennes dès qu'il y a un rapport qui accable la situation. Très bien, très bien, très bien. C'est-à-dire l'Algérie. L'Algérie a fait un discours officiel. Le cas d'هضر سطرمي تخيل متر عيسى ذي نعنيك باش السينات فهمنا في مسلتقي. يرفع. Donc, quand on parle du discours officiel, aujourd'hui, le régime algérien évoque, même dans le Conseil de sécurité, dans le Conseil des droits de l'homme, dans les différents mécanismes des Nations Unies, qui est une institution léguée par la Seconde Guerre mondiale. La seconde, pas la deuxième. On l'espère. Aujourd'hui, le régime algérien, effectivement, évoque voilà, des rapports qui viennent des ONG internationales, des observateurs, des analystes, etc., etc. Ok, on s'arrête là. Ces rapports sont erronés. On va donner un crédit au régime algérien. C'est-à-dire, en fin de compte, en termes de géopolitique, en termes Soudan. Tout le monde, on dit l'Algérie pour ses développements économiques, social, sociétal, politique, culturel, tout ce qu'on veut. Pourquoi le pays reste fermé? Pourquoi la FIDH, par exemple, où je suis secrétaire général, nous avons demandé aux autorités algériennes de nous accorder une visite. On va y aller visiter les détenus d'opinion, la situation des détenus. On va discuter avec la société civile, du pouvoir, mais aussi celle autonome. Pourquoi aujourd'hui l'Algérie est restée fermée? Ces rapports, c'est des rapports d'experts. Et quand on a des rapports d'experts, c'est soumis à des index d'études, à un travail fait sur le terrain, élaboré sur le terrain. Ces questions, elles restent... Ta question à Salim, elle est très, très importante. Mais je n'ose pas apporter une réponse crédible. Pourquoi? Parce que le régime est fermé. Aujourd'hui, quand on voit par exemple nos voisins en Tunisie, à la FIDH, on vient de publier un rapport sur les libertés fondamentaux, les droits fondamentaux en Tunisie. Le régime n'a pas répondu, parce que c'est fait à la base d'un travail effectué par des organisations qui sont installées en Tunisie. Très bien. Autonomes, hein? Même les organisations qui sont réputées pour être affiliées au régime tunisien. Il y a plus bas qu'à faire. Est-ce que ce travail, on peut le faire en Algérie? Est-ce que ce travail, on peut le confier à des camarades, des amis, des ONG, tout en sachant que toutes les organisations de la société civile indépendantes en Algérie ont été dissoutes. Dissoutes.
Où est l'interlocuteur? Le où il n'aura pour avoir des données, où il n'aura pour avoir des statistiques. Quelles sont les villes que je vais visiter? Je vais m'entretenir avec qui? Le travail d'enquête, il se fait avec qui? Est-ce qu'il va se faire avec la capitale à Alger? Enfin, il va se faire à Hydra, bien, oui, Blakno, oui, Shreka, oui, où? Si je ne vais pas partir à Tinzawatrin, si je ne vais pas partir dans les camps de Tindo, si je ne vais pas partir à Annaba, à Wahran, à Tizouzou, à Béjaïa, à Al-Biyam, le Roi, oui, oui. Comment on peut avoir des informations quand on n'a pas une société civile indépendante en Algérie? Justement, Nassera du Tour. Et là, on revient le Fahras, le Beit al-Qsid. Nassera du Tour qui essaie de faire ce travail, justement, d'avoir des informations dans les 4 coins du pays. La Ligue qui était dissoute, le Raj qui était dissoute, Bab el-Oued, SOS Bab el-Oued, les organisations de l'Oranais, du Bonnois, de partout. Si on n'arrive pas à avoir ce travail de documentation, tu vois, on est dans un pays où l'État central, elle est négationniste de tout esprit de la citoyenneté. Tu imagines, c'est la loi portant, la loi sur les associations en Algérie, la loi 06-12, l'article 39, tenez-vous bien, hein, faut bien s'asseoir sur la chaise, hein, pour comprendre le phénomène. 39, la loi sur la 06-12 sur les associations, elle dit la chose suivante. Et dissout toute association qui s'ingère dans les affaires internes de l'État. Voilà, c'est bon. C'est bon. Et dissout toute association qui s'ingère dans les affaires internes de l'État. C'est bon. On a dépassé la Russie, la Bélarussie, la Chine, la Corée. On a dépassé tous les pays du monde où le régime autoritaire, par la voie, parce que la société civile, ce n'est pas les partis politiques. La société civile, il y a beaucoup de sociétés civiles, et ça dépend civil. En civil, c'est I-D-I-L-E, ou civil, S-I-V-L-E. Ça dépend du contexte d'une société civile. C'est kafkaïen. C'est kafkaïen, vraiment incroyable. On est dans un régime qui vit en 2025, mais qui a les traditions des années 60, 70, 80, ça leur échappe, hein. Printemps berbère, 88, l'essor du multipartisme, etc. Très vite, ils ont fermé la bretelle, ils ont fermé la récréation, était fermée. Nous réalise dans les années du terrorisme. Et ce régime, justement, pourquoi Nassera du Tour, elle dérange? Parce qu'elle dit non. Le terrorisme, haja. La vérité, la haja wahdokhara. Pourquoi aujourd'hui les Algériens créent le mot de justice transitionnelle? Et pourtant, on va pousser le bouchon. Mhaya Salim, je te prends 2-3 minutes. On va pousser le bouchon. La justice transitionnelle, c'est quoi? Vérité. Tout se doit se dire. Tout, on doit dire tout. Justice, rendre justice. La pole position et les victimes. Très bien. Après vient le pardon. C'est un processus religieux, sociétal, économique, politique, géopolitique. Il faut lui créer un environnement. Un environnement. Ce qu'a réussi Nelson Mandela est extraordinaire. Après, la réparation, pas une réparation matérielle, ils n'en veulent pas. La réparation morale. Jack, j'ai gagné mon procès contre l'histoire. J'ai gagné mon procès contre les bourreaux. Et puis la mémoire.
L'Algérie doit devenir un musée contre l'oubli, contre la négation du droit, contre l'injustice. C'est très clair, maître. Très clair. Très clair, maître. Si vous me permettez, je reviens à vous. Je dois peut-être demander à M. Derouane. Je vais essayer de passer à notre toujours le même sujet, mais j'aimerais bien voir votre avis, M. Derouane, sur peut-être cette question revient souvent parmi les Algériens, avec tout ce qui se passe, avec tous ces dépassements, dont le dernier, c'est affreux, le refoulement d'une Algérienne, mais il y a ce silence, M. Derouane, en Algérie, un silence assourdissant, si je peux dire, la société civile, des partis politiques. Comment expliquer ce... Il n'y a même pas un petit communiqué pour essayer de dénoncer. C'est quoi? C'est la peur générale? C'est le je m'en foutisme? Comment on peut justifier ou plutôt expliquer ce silence, Seouano? Oui, je répondrai à votre question tout à l'heure, mais je me dois de répondre aussi à ce qui s'est dit sur le plateau. On a parlé du Hira, je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Hein, et les États européens ou les États qui ont pour habitude d'aider des mouvements comme ça, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tant qu'on n'aura pas compris que faire référence toujours au Hira de manière peut-être globale, oui, mais en faire un levier par lequel ce n'est plus possible. Le Hirak a raté quelque chose qui est fondamental, c'est qu'il ne s'est pas doté de ses moyens organiques afin de faire sa réalisation politique. J'aurais terminé avec ça. Par rapport à la question du droit, il faut absolument que l'on comprenne, et là j'ai des militants des droits de l'homme sur le plateau, c'est que le droit international a basculé. Il n'y a plus de droit international. Et c'est ça le gros danger. Regardez ce qui se passe dans la guerre russo-ukrainienne, les Nations Unies sont absents. Les offices des droits de l'homme sont absents. Regardez ce qui se passe à Gaza, ce silence assourdissant. Regardez ce Conseil de sécurité où il y a des droits de veto qui sont prononcés, que ce droit de veto, c'est un permis de tuer qu'on donne à Tsahal. Regardez aussi les violations des droits de l'homme. M. Aïdoudi a parlé des Ouïghours, a parlé de ce qui se passe en Birmanie et aussi en Thaïlande. Bien évidemment, il y a ce type de violence. Regardez les USA, depuis l'arrivée de Trump et de la plupart des populistes du monde, en Argentine, avant l'Argentine, il y avait le Brésil, la montée des forces d'extrême droite un peu partout dans l'Europe, même dans l'Europe du Nord, qui était le bastion de l'accueil justement des citoyens du monde victimes du harcèlement et victimes des droits de l'homme dans leur pays, commence à virer à droite. Il n'y a pas eu de réponse nécessaire. Regardez les USA. Ils ont décrédibilisé leur signature. Ils se sont sortis de l'accord de l'AIEA. Ils sont sortis de l'accord de l'AIEA. Ils sont sortis de l'accord de l'UNESCO, de la COP 21. Ils sont sortis de l'accord aussi de l'OMS et ils ne financent plus les grandes ONG chargées d'eux. Donc ça, c'est quand M. Trump signe des centaines de décrets dans sa nouvelle administration, il fait trembler le monde. La Chine, pour des raisons tactiques, stratégiques, répond quand il s'agit d'elle-même. La Russie, pour évidemment, vous savez ce qui se passe. Et le fait, je reviens aussi sur la crise russo-ukrainienne, c'est qu'ils vont se rencontrer, mais sans les Ukrainiens. C'est comme si on faisait la paix avec deux belligérants. Mais c'est une vraie guerre, c'est pas une guerre asymétrique. Il y a les blindés, il y a l'aviation, il y a les drones, il y a la guerre électronique, etc. Sans les principaux intéressés, les Ukrainiens. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, le gros combat des 20 prochaines années, c'est justement lutter à la fois contre les populismes et renforcer les mécanismes des droits humains, à la fois au niveau des Nations Unies. Moi, j'ai comme l'impression qu'un nouveau monde est en train de naître. Je ne parle pas gratuit, hein. Je suis en train de dire qu'un nouveau monde est en train de naître. C'est un nouveau monde qui sera un monde où il y a le droit international, où ce sera un monde où ce sera le primat de la force qui va primer sur toutes les opérations, qu'elles soient d'ordre économique, qu'elles soient d'ordre géopolitique, que ce soit en mer de Chine, que ce soit un peu partout dans le monde. Ça, c'est un. Et deuxièmement, le fait qu'il n'y ait plus de droit international, je regrette de dire, mais ça encourage les dictatures et les régimes autoritaires comme les nôtres.
quand vous prenez l'exemple Aïssa en a parlé juste un moment sur le Parlement européen. Aïssa elle le sait très bien. Le Parlement européen, quand il vote une mesure d'interpellation du gouvernement algérien, elle n'engage en rien la Commission ni le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire le Conseil des chefs de gouvernement et des présidents. C'est juste au niveau symbolique. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Le gouvernement algérien ne réagit simplement que quand c'est une représentation politique qui l'attaque sur les droits de l'homme. Moi, ce que je crains, et je tiens à faire partager cette crainte, elle est peut-être fantasmée, elle est peut-être pas à sa place, mais je suis intimement convaincu que c'est la fin du droit international et qu'un nouveau monde est en train de naître. Et peut-être ce nouveau monde, il va favoriser toutes les dictatures et on va revenir peut-être à une époque qu'on croyait à jamais révolue. Ça, c'est le deuxième point. Ce que je voulais vous dire par ailleurs, par rapport à votre question, politiquement, le gouvernement algérien, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Il veut faire taire toutes ces voix-là. Je pense que l'ensemble des intervenants sont d'accord pour dire que c'est... mais je ne sais pas s'il pourra durer sur la longueur. Moi, je pense honnêtement que si on met en perspective ce qui risque d'arriver là incessamment sous peu, parce qu'il y a un contexte géopolitique, il y a un contexte on a véritablement une crise. On a véritablement une crise et ce que je voulais dire, excusez-moi parce que j'ai été interrompu là, on a véritablement une crise avec l'ensemble des États et nous n'avons pas de projet, nous n'avons pas de cap, nous n'avons pas de solution à proposer. Et à la fois pour les adhérents, à la fois pour l'aspect sociétal. Je terminerai tout ça juste parce que je dois vous quitter, je ne pourrai pas citer à la fin de l'émission. Vous savez, le 87 bis, il faut à tout prix qu'il y ait un mouvement national et même un mouvement international pour son abrogation, parce qu'il acte l'extinction de la vie publique, il acte l'extinction de la vie économique, il acte l'extinction de la vie politique, de la vie associative et de toutes les activités possibles et imaginables. Deuxièmement, il y a une réforme. La Constitution algérienne, dans son article 30, dans son alinéa 4, fait de l'institution militaire celle qui veille aux intérêts stratégiques et aux intérêts vitaux du pays. Alors là, oui, que fait l'armée quand les intérêts du pays sont en jeu? Au niveau des droits de l'homme, puisque l'armée est censée protéger les citoyens algériens. Au niveau des choix politiques importants comme la loi sur le projet minier, qui donne 80% aux étrangers et 20% pour les Algériens, qu'ils soient du privé ou du public. C'est là où il faut protéger et que l'armée fasse jouer son article, son alinéa 4. Et il y a beaucoup de prises de position politique où l'armée doit intervenir à ce moment-là. Nous sommes mal partis. Moi, j'ai de la crainte, comme je dis souvent, qu'il y ait à un moment ou à un autre une rupture du consentement à l'autorité dans notre pays. Et c'est cette crainte qui est en moi et que je vous transmets. Je vous remercie, Monsieur Tsahal. Je salue vos invités et à très bientôt, Inch'Allah. Je crois que votre crainte est partagée par beaucoup de citoyens algériens. Merci. Et merci beaucoup. Monsieur Mohamed Damzian, si on vient à tout ce qui a été dit, peut-être il y a beaucoup de points que vous voulez soulever. Oui, premièrement, le Hirak est un processus. On va encore le redire et le redire, parce que c'est un processus historique, il s'est inscrit. Ça ne veut pas dire qu'il va durer avec le même nom, il peut y avoir d'autres mouvements avec d'autres noms, mais n'empêche, c'est un processus historique important dans la vie, tout simplement, de l'Algérie indépendante. C'est le mouvement qui a rassemblé tous les Algériens, donc c'est pour ça qu'il est important. Deuxièmement, quand on parle de soutien, je ne mélange pas. Les soutiens peuvent être même d'ordre moral. On peut soutenir un mouvement, mais je ne parle pas d'intervention étrangère, n'est-ce pas? Et pour ce qui est de cette idée de donner... le Hirak n'a pas voulu justement d'une hiérarchisation parce qu'il y avait des déceptions. Le mouvement de 2001 est une déception, il y avait des mouvements, c'est pour ça qu'il a opté pour l'horizontalité. Peut-être que le mouvement qui va naître après, parce que moi je garde espoir que les Algériens vont s'organiser, va avoir d'autres formes, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent avoir des formes classiques. Je pense que les réseaux sociaux, et encore j'ai donné plusieurs exemples, tels que les Insoumis, les Indignés, et bien sûr le Hirak, ce sont tous des mouvements qui se sont inscrits dans des pays différents, mais pratiquement cette jeunesse
a une vision de l'organisation identique. Et bien sûr, moi je rejoins la théorie de Deleuze qui croit que les populations, les peuples, la jeunesse peuvent s'organiser et peuvent se représenter sans qu'il y ait une hiérarchisation de type élitiste, etc. Je crois à une élite qui respecte le peuple. Voilà. Et maintenant, j'aimerais revenir sur l'affaire de Nasser Al-Tour. Je pense que quand même, c'est l'affaire d'aujourd'hui. Parce que j'aimerais bien savoir ce discours. Je reviens beaucoup à ça parce que c'est le discours de beaucoup de responsables, comme quoi on n'a pas de leçon à donner ou à recevoir des organisations. Parce que maintenant, puisque le sujet c'est cette mobilisation internationale hein, pour soutenir Nasser Al-Tour, et ce discours qui revient et peut-être qui a essayé de convaincre une partie de la société, c'est que tout ce qui vient de l'extérieur, c'est le khayana, le tadakhul al-ajnabi. Et en plus, on n'a pas de leçon à recevoir de ces gens-là, parce que, bien sûr, parce qu'il y a eu des dépassements ailleurs, il y a des piétinements de la loi internationale ailleurs, nous, donc on n'a pas de leçon à recevoir. Comment vous réagissez à ces déclarations de responsables? Ça a été toujours ainsi, c'est-à-dire ils doivent mettre la pression sur les personnes. Premièrement, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est entre eux, ils doivent dire que c'est un traître. Mais ce n'est pas le propre de l'Algérie. Tous les régimes qui ont la même façon de voir la société ont les mêmes comportements. Et vous allez voir par exemple même dans le Parlement français, et pourtant, si vous voulez, la France est un pays démocratique. Certains militants de gauche sont traités de tous les noms et ainsi de suite. Donc il y a des attitudes mais au moins eux, par l'extrême droite, bien sûr. Mais au moins eux, ces gens-là dont vous parlez, ils ont le droit à s'exprimer, ils ont le droit de plateau. C'est la différence peut-être. Oui, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Mais je dis que pour les pays tels que les nôtres, il y a cette attitude qui n'est pas encore, si vous voulez, qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des années que ça. Le meilleur exemple, c'est celui d'Aït Ahmed, quand il a été, si vous voulez, on lui a voulu lui faire la déchéance de nationalité. C'est Nordin Aït Hamouda qui l'a défendu au sein du Parlement. Donc, ce genre d'attitude fait en sorte, parce que le mot trahison, surtout en Algérie, ils sont très forts. Dans l'esprit des Algériens, si vous êtes traître, c'est très fort. C'est comme l'article 87 bis, si on vous traite de terroriste, c'est très fort de sens. Et puis même la société, des fois, vous savez, elle réagit. Il suffit qu'on vous accuse de terroriste, on vous dit que la famille du terroriste, etc., etc., etc. Donc il joue sur la psychologie des masses. Et c'est pour ça que les Algériens, si vous voulez, ils essaient c'est comme une camisole. Ils essayent en même temps de leur rentrer la peur qu'elle puisse être le vécu de tous les jours. Et quand on voit Nasser Al-Tour être refoulé, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour tout le monde. C'est pour que les gens aient peur. C'est pour ça que nous parlons. Premièrement, comprendre sa peur aide à la combattre aussi. Je préfère quelqu'un qui a peur, qui a compris pourquoi il a peur, que quelqu'un qui a peur sans comprendre. Parce que ça lui permet de combattre, de réaliser, d'être serein et rationnel. Et je vais quand même continuer sur un chapitre qui m'est cher, puisqu'on a parlé de géopolitique, etc. Effectivement, il y a cette tendance mondiale au rapport de force. Comme il a été cité donc, tout à l'heure, Donald Trump, on veut lui proposer, on veut l'aider à avoir un prix Nobel. Voilà le monde où nous vivons. Et la façon c'est un populiste qui est arrivé au pouvoir, qui est en train de montrer ses bras forts, son torse, ses muscles et son armement à toute l'humanité. Et malgré ceci, vous allez voir quand même que pratiquement beaucoup de pays sont agenouillés devant cette force. Et c'est le drame de l'humanité d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que peut-être, et moi je suis convaincu aussi, parce que pour les pays nord-africains, il suffit que l'un de ces pays se libère réellement et passe vers une transition démocratique sérieuse, ça va être peut-être fait l'effet de boule de neige dans tous les pays nord-africains. Et moi, je suis convaincu que la jeunesse algérienne et le peuple algérien en général est capable à n'importe quel moment de prendre son destin en main, et bien évidemment d'une manière pacifique. Et remarquez, dernièrement, il y avait cet appel du 8 août. Qui a fait trembler le système. On ne peut pas dire qu'il a fait trembler, mais il a réagi. Il a réagi. C'est pour vous dire qu'il est dans une situation... Quand on parle qu'il fait peur, c'est parce que le système lui-même a peur. Il a tellement peur de son peuple, des fois même, je dis qu'il le hait.
c'est sentimental, je ne suis pas sûr, je ne connais pas les personnes, mais à travers ses agissements, on sent qu'il a beaucoup d'émotivité, de peur. Il se dit que s'il y a un renversement, même pacifique bien évidemment, je serai jugé. Parce que ce peuple me déteste, me supporte plus, j'ai fait tellement de mal à ces Algériens que peut-être que s'ils prennent le pouvoir, eh ben, je serai jugé. Donc autant faire tout ce que je peux pour rester au pouvoir. Malgré que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la limite politique de ce système est totale. Très bien. Je vais passer un micro. Une minute chacun, s'il vous plaît, les invités, juste pour le dernier mot. Madame Khadija Riadi, le dernier mot en une minute, s'il vous plaît, sur la situation générale dans notre région. C'est très difficile. Peut-être vos souhaits, comment vous jugez le futur de notre région. En une minute, s'il vous plaît. Alors, je dis juste qu'on est conscient que c'est des politiques communes qui se ressemblent dans notre région, de toutes les dictatures qui sont là dans les pays du Maghreb. Ils veulent gagner du terrain, ils veulent affaiblir les luttes pour la démocratie. Ils veulent taper sur ceux qui n'ont pas peur pour faire peur aux autres. Ils veulent taper sur les symboles pour détruire le moral des foules et des autres. Donc, c'est les mêmes politiques. Actuellement, c'est vrai que la situation est très difficile puisque la conjoncture internationale ne nous aide pas non plus. Mais il est certain que les luttes payent, que les luttes vont réaliser beaucoup de choses. Donc, il suffit de savoir comment, de bien s'organiser, de bien coordonner, de bien savoir bien mobiliser la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est ce qui est le plus important dans notre région. Elle doit s'engager, elle est déjà engagée, mais elle doit encore s'engager plus. Et donc, mettre en place des plans de lutte, des stratégies efficaces pour mettre fin à ces régimes dictatoriaux, à cette politique. Parce que, juste une seconde, s'il vous plaît, parce que effectivement, les régimes, les pays et les États qui n'ont pas peur, ils sont démocrates, ils écoutent, ils laissent la parole à tout le monde, mais effectivement, la répression, c'est le signe de la peur de ces régimes, donc ils sont fragiles finalement, ils sont juste forts parce qu'on est encore un peu moins forts. Donc il faut qu'on se renforce pour être au niveau des engagements. Merci beaucoup, Madame Khadija Riadi, coordinatrice de la coordination des organisations maghrébines des droits de l'homme. Merci beaucoup. Monsieur Ali Djoudi, le dernier mot en une minute. Bon, on ne me laisse pas le choix, dans une minute. Moi, juste, je salue le combat Madame Dutour parce que et s'inscrit dans la durée. Ça fait 30 années qu'elle dérange ce pouvoir et n'a pas baissé la garde. Bravo, je la salue, je la soutiens et je suis fier d'appartenir à sa mouvance et qu'on travaille ensemble dans le cadre de la lutte pour la défense des droits humains. Juste à l'occasion, puisqu'on parle des droits humains, hier, c'était l'anniversaire de quelqu'un qui est harcelé, malmené par le pouvoir algérien, le chanteur Ould Helou qui a chanté Pouvoir assassin. Il a fêté son 62e anniversaire. Malheureusement, dans le silence, dans l'isolement, dans la répression, on l'empêche de produire, on l'empêche d'organiser des spectacles, on l'empêche de وتجينا هذه يدير دونك السينيغ يولحلو مولي مكاس توزيل عمريك اشتاقيني اشتاقيني السعيد نغيدا تفكير ذا النيفي دارنا يوم النور اما السنه ديالي واس والحلو غاس ما الا عرضناك باش كناك صرمن يصغينك يبصيني. Et merci pour tout le monde. Merci Dali Yatik Saha Ali Djoudi, président de Riposte Internationale à partir de Paris. Maître Issa Rahmoun, peut-être Naneka Issa, 50 secondes, pas plus. Ben oui, ça fera là. Je ne vais pas tarder parce que moi, c'est un vrai témoignage. Donc, avec mes enfants, j'ai 3 garçons, Amazir, c'est le texte et Arigas. Et à chaque fois quand je rencontre un intérêt à l'occasion de l'université de Riposte internationale,
généralement. Puis à l'occasion comme ça de rentrée familiale, National me disait la chose suivante: je sens que je porte dans mes bras les fils de Ami, mon enfant que j'ai pas vu grandir, j'ai pas eu l'occasion de toucher, d'amadouer, de jouer avec les fils de Ami, mon étant grand-mère. Et elle me remercie à chaque fois d'avoir entre ses bras mes 3 enfants. Et je m'arrête là. Ouais, c'est des tragédies, c'est des... Je peux rien dire plus que vous avez dit, M. Maître Aïssa Rahmoun, secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme à partir de Paris. Terminé, 20 secondes. J'espère que quelle que soit la durée d'une nuit, il y a toujours un jour. Donc notre pays peut, quelle que soit la sévérité de la situation, la dureté, etc., peu importe, mais viendra un jour où on va voir la lumière. Inch'Allah. M. Mohamed Mzien Rahmoun, président de Réponse internationale de Londres. Je vous remercie, chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain. Ardina, on dina qamna narbi, wa salam alaikum.